Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien, j'espère que le marché vous donne pas trop de fil à retordre. Au cours des dernières semaines, il nous a permis de retrouver un prix équivalent à 60 000 $ grosso modo pour le BTC. On n'a pas casser le seuil des 60 000 $ à la baisse. C'était pas nécessairement prévu, on avait estimé pour l'instant qu'il y avait surtout des chasses à la liquidité longue qui devaient être faites, elles ont été faites, et ensuite le marché a réagi par un petit rebond local, mais on reste localisé grosso modo entre 60 et 65 000 $ pour le cours du BTC actuellement. On va faire une petite review sur l'aspect court terme de comment fonctionne le marché en ce moment, qui est engagé ou désengagé. On va aussi regarder évidemment la position cyclique et toujours se remettre en perspective sur le long terme. C'est parti! Alors, pour ceux qui se souviennent de ce canal de prix à court terme que j'utilise pour identifier la position cyclique du BTC vis-à-vis de son mouvement local, c'est-à-dire qu'on va observer d'un point de vue local comment se comporte le BTC, mais on va aussi le remettre dans un contexte plus global. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous sommes, comme durant tous les bear markets précédents, en dessous du nuage de prix à court terme pour le BTC, et que, comme à plusieurs tentatives par le passé au cours des cycles précédents, eh bien on essaye de récupérer ici la courbe orange qui est le prix réalisé des investisseurs à court terme, qui est un peu notre résistance on-chain majeure qu'il va falloir franchir pour espérer retrouver de l'espoir et une dynamique positive sur le marché. On avait eu une tentative qui a duré grosso modo 2 semaines en avril, mais qui a été ensuite qui s'est conclue par un dead cat bounce avec une belle accélération baissière, encore plus belle que ce qu'on avait imaginé pour ceux qui se souviennent des vidéos des derniers mois. Bon, pour l'instant on est en train de se stabiliser aux alentours des 60 000. De ce point de vue là, il n'y a pas de signe de force particulier du marché. On a juste essayé de récupérer le nuage et on l'a rejeté une fois de plus. Donc pour l'instant il n'y a rien de particulier à signaler de ce point de vue là. On reste dans des zones en dessous du nuage qui statistiquement sont opportunes et qui offrent des opportunités d'achat assez intéressantes. D'un point de vue statistique, c'est vrai, sauf que en termes de timing de marché, on n'est pas encore rentré dans la phase de capitulation finale qui offre les meilleures opportunités de prix. Donc bien qu'il soit intéressant potentiellement de commencer à lancer un DCA dans les prix actuels, on est déjà à moins 50% du cours du BTC vis-à-vis de son ATH des 125 000 grosso modo à 60 000. Eh bien, je considère que la zone d'opportunité la plus intéressante n'a pas encore été atteinte. Donc là, ça dépend vraiment de votre tolérance au risque en tant qu'investisseur. Est-ce que vous préférez essayer de pas exactement timer la zone que vous voulez, mais s'exposer et lisser votre prix d'entrée, auquel cas ça peut être intéressant de commencer à s'exposer en ce moment, ou si jamais le BTC break à la baisse, là ça pourrait être très intéressant, c'est clair. Ou est-ce que vous décidez vraiment d'attendre que ça break et de vous positionner seulement sur les 2-3 semaines les plus intéressantes qu'il y a pendant un cycle, c'est-à-dire les 2-3 semaines après la capitulation finale, des 2-3 semaines qui permettent une stabilisation du prix et ensuite un retour à la moyenne, une reprise de la tendance haussière. Donc ça dure, ça peut durer grosso modo 1 à 2 mois, mais dans l'ensemble, la vraie période d'opportunité, elle est vraiment localisée sur 2 à 3 semaines sur 4 ans. Pendant 2 à 3 semaines sur 4 ans, il faut être présent à ce moment-là, ou de manière passive ou active, de manière passive avec un DCA ou active si vous voulez vraiment essayer de timer le marché. Je conseille pas nécessairement ça si vous n'avez pas les tripes assez accrochées. Mais bon, c'est pour vous dire que dans l'ensemble, actuellement, on suit simplement la progression d'un bear market classique avec tous les marqueurs qu'on a pu identifier au cours des cycles précédents et que nous sommes toujours dans une phase de capitulation temporelle des prix, similaire à ce qu'on a connu aux alentours de juin à novembre 2022 ou grosso modo de juin à novembre 2018. Surprenant à quel point la temporalité a pu avoir des similitudes avec le passé en ce qui concerne le cycle actuel. On va continuer de regarder un petit peu ce qui se passe sur le court terme. Rappel simple pour le fait que le prix réalisé, donc cette résistance qu'on identifiait sur le graphique précédent, elle se situe actuellement aux alentours des 72 à 73 000 $. Ce que ça signifie, c'est très simple, c'est que toute poussée du BTC au-delà des 70 000 sera bienvenue, mais elle sera conditionnée par la résistance qui est ici située à 72-73. Donc si demain on a une énorme poussée, on récupère les 70 000, ça aura beau avoir de la gueule, il faudra rester prudent parce que tant qu'on n'aura pas franchi cette zone autour des 72-73 actuellement, qui était aux alentours des 80 000 puis 75 000 à l'époque, maintenant elle est un peu baissée, eh bien on n'aura pas vraiment de signal haussier
pertinent et surtout pérenne qui pourra s'installer tant qu'on ne récupère pas cette zone. Donc en fait, même si on va franchir les 70 000, tant qu'on ne franchit pas cette zone aux alentours des 72-73, ça ne servira pas à grand chose. Un autre indicateur qui nous permet d'ajouter de l'eau au moulin, c'est le comportement de dépenses des investisseurs à court terme. Donc, prise de profit au-dessus, prise de perte en dessous, diminution de la prise de perte après une accélération de capitulation, on retourne vers la normale, on essaie de retourner dans un régime de prise de profit. On avait réussi un peu à s'y installer, mais on a une transition baissière qui a à nouveau amené une phase de capitulation avec une accélération de la prise de perte. Là on se situe dans la phase de ralentissement de la prise de perte, un peu similaire à ce qu'on avait connu aux alentours de la mi-juin jusqu'à fin juin, grosso modo jusqu'à mi-mars, même ouais, on va dire mi-février, mi-mars, ouais c'est ça plutôt. Donc on accuse le coup après la capitulation, le prix commence à se stabiliser, mais les prises de perte restent dominantes. Elles restent dominantes, mais elles sont de moins en moins importantes. Donc on peut commencer à avoir un épuisement de la pression de vente sur ces niveaux, mais on n'a pas encore de signe de marqueur sérieux de reprise de cet indicateur au-dessus de 1 qui pourrait nous permettre, comme ça a été le cas au cours de l'année dernière, d'identifier une opportunité où ah bah là c'est bon, on a retrouvé les conditions d'un marché haussier, ou du moins d'une tendance haussière locale, et donc on peut s'exposer. Pour l'instant on n'a pas du tout ces marqueurs là, il faudrait se rehausser au-dessus de 1 de manière sérieuse, et encore on a vu qu'aller au-dessus de 1 durant certaines tendances, s'il n'y a pas de force de la part du marché et s'il n'y a pas non plus de flux de capitaux qui vont dans ce sens, ça ne donne pas nécessairement le bon ingrédient. Une tendance haussière viable sur Bitcoin, c'est une recette avec pas mal d'ingrédients. Il faut que beaucoup de marqueurs soient dans le bon sens et s'orientent dans le bon sens, et pour ce faire, souvent il faut attendre un petit peu. C'est à dire que soit vous êtes un anticipateur et vous attendez qu'il y ait un ou deux signaux précurseurs pour vous exposer, quitte à prendre un risque de vous tromper, soit vous attendez un peu plus qu'il y ait des marqueurs un peu moins précurseurs, un peu plus responsives qui arrivent sur le marché, et donc vous avez une certitude un peu plus, une conviction un peu plus avancée sur la viabilité de votre tendance, mais par contre vous avez loupé un petit peu des opportunités parce que le prix a augmenté entre temps. Donc c'est encore une fois deux écoles, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire ou pas. Personnellement, moi je n'irais pas anticiper quoi que ce soit vis-à-vis de la tendance actuelle pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. On a encore une dynamique baissière assez importante sans signe de force majeure, on va développer ça un tout petit peu plus tard. On est encore sous le prix réalisé et on est encore en STH et SOPR inférieur à 1, donc personnellement moi j'ai pas d'intérêt à m'exposer localement ici. Par contre ce que j'ai fait, c'est que depuis le pic des 60 000, ça ne me concerne que moi, mais bon écoutez, je vous donne ça pour avoir une idée. Depuis le pic des 60 000, j'ai décidé d'ouvrir un DCA. Le DCA était conditionné comme suit: si le prix est en dessous de 65 000, tu achètes. Donc j'achetais à peu près à chaque fois qu'il y avait en dessous de 65 000. Au-dessus de 65, je n'achetais pas, donc mon coût de base il est lissé aux alentours des 64 actuellement, et il a été redéclenché avec ce qui s'est passé actuellement. Donc comme on est encore en dessous de 65, et ça continue d'accumuler sur cette zone, et ça continuera d'accumuler si ça va à la baisse. Ça arrêtera d'accumuler si on part au-dessus de 65 de nouveau. Donc c'est une manière que j'ai trouvé personnellement pour essayer d'accumuler sur les niveaux qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de cette petite barre là, donc tous les petits pics ici que vous voyez en dessous de 65. Voilà, j'aurais pu mettre 60 ou 70, mais j'ai décidé de faire 65. Personnellement ça a plutôt bien fonctionné. Pour l'instant ça me donne des prix d'achat très très bien lissés à la baisse, et je pense que je vais amener une condition supplémentaire qui augmentera l'intensité de l'accumulation si jamais le prix descend sous les 50 000 ou sous les 60 000 par exemple. Bref, je verrai bien. En tous les cas, pour le moment, il n'y a pas de signaux particuliers qui nous indiquent qu'on aurait un retour de la hausse ou une condition structurelle de marché qui soit haussière. Donc pour le moment, moi je laisse rouler mon petit DCA et je vous invite à faire de même si vous êtes plus à l'aise comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les flux, on va s'intéresser à ce qui se passe sur les marchés spot, sur les marchés dérivés, sur les ETF. Les ETF, c'est très simple, ça n'achète pas. Ils ont distribué, ils ont ajouté beaucoup de pression de vente durant la correction qu'on a eue de mai jusqu'à juin. Donc en fait, si je vous rappelle ce qui s'est passé, il y a eu une accumulation institutionnelle entre avril et mai, entre 66 et 80 grosso modo, et après il y a une distribution entre 80 et 66 de nouveau. En gros ils ont accumulé bas, ils ont revendu haut, ça a participé à la pression de vente qui a amené le prix à baisser de nouveau, notamment avec les liquidations longues qui ont été assez conséquentes. Et maintenant que le prix est de nouveau bas, qu'on est aux alentours des 61, 62, 63, et bien on n'a quasiment pas d'achat. Donc ça c'est intéressant d'observer que l'intérêt des institutionnels était présent sur la poussée. Ils ont ensuite pris profit et délesté pendant la baisse, d'ailleurs ça a probablement participé à la baisse, et depuis qu'on a des opportunités d'achat encore plus basses que celles qu'ils avaient précédemment, et ben on n'a pas d'achat.
Donc ça veut dire qu'il y a un désintérêt pour l'instant de la part des institutionnels. Et ça, il y a deux cas de figure. Soit ils sont désintéressés parce qu'ils n'ont pas confiance dans la hausse. En fait, non, il n'y a qu'un cas de figure. C'est simplement ils ne sont pas intéressés par le prix parce qu'ils pensent que ça pourrait descendre plus bas. Moi, je peux voir ça que comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez un prix plus bas que vos niveaux d'accumulation précédents, mais vous essayez de ne pas vous exposer, c'est que vous pensez que vous allez avoir de meilleures opportunités. Quand est-ce que vous allez avoir de meilleures opportunités que lorsque vous êtes aux alentours des 65-60 000? Bah en dessous de 60 000. Et donc personnellement, moi j'interprète ça de la part des institutionnels comme le fait qu'ils ne sont pas intéressés actuellement et qu'ils aimeraient que le prix descende plus bas pour acheter encore plus bas et avoir une meilleure performance. Dans tous les cas, on n'a pas de demande de la part des investisseurs institutionnels sur les marchés spot des ETF et ça c'est quelque chose qui est dommage parce que ça peut être une pression d'achat assez importante qui peut vraiment aider le marché et là ça décide pas du tout d'aider. En ce qui concerne les marchés spot traditionnels avec Binance et Coinbase, il faut savoir d'ailleurs que c'est Binance qui donne la danse depuis un bon moment. Coinbase représente très peu de volume, quelques centaines de BTC à la limite par jour en termes d'achat ou de vente, alors que Binance pardon, c'est plusieurs milliers. À la vente c'est plusieurs milliers, à l'achat actuellement on est proche de 800, donc on a agrégué, si on ajoute Coinbase et Binance effectivement on tombe sur plus de 1000 BTC. Et on peut observer que au cours des 2 dernières semaines, la demande spot c'est à nouveau accentué. Elle a tendance à se stabiliser, à décroître un petit peu en ce moment, mais bon, on a quand même vu un pic d'intérêt des opérateurs de Binance et de Coinbase au cours des 2 dernières semaines, ce qui a en partie expliqué la petite hausse qu'on a eue là, mais les volumes sont pas énormes. Voilà, les volumes sont similaires à ce qu'on a connu aux alentours de mars 2018 avec la petite hausse qu'on avait eue. Donc en fait, on reste dans des idées de volume bas, d'intensité d'achat particulièrement limitée et donc en fait d'intérêt aussi limité de la part des investisseurs. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une petite partie d'opérateurs de Coinbase et Binance qui ont quand même dit bon, ce serait intéressant de s'exposer vu le niveau de prix actuel et je suis plutôt d'accord avec eux. Par contre, il n'y a pas eu suffisamment de volume, il n'y a pas eu suffisamment d'intérêt, il n'y a pas eu suffisamment de mouvement et de pression d'achat pour que ça amène une hausse viable pour le moment. Et je souligne pour le moment parce que je ne sais pas ce que nous prévoit l'avenir. Il se peut que d'ici la semaine prochaine on ait des pics à 2000 BTC d'achat net et là bon, ça pourrait potentiellement aider. Mais en ce qui concerne les demandes sur les marchés spot, les ETF sont absolument pas présents, ça les intéresse pas pour l'instant, je pense qu'ils veulent des prix plus bas et les opérateurs des marchés traditionnels, les exchanges centralisés se sont un peu exposés mais pas non plus de manière significative, pas non plus avec une énorme hargne. Ce qui me laisse croire que pour l'instant la tendance elle n'est pas non plus favorisée de manière structurelle à la hausse. Un autre moyen que j'ai d'observer les flux de capitaux, c'est de voir si la capitalisation réalisée enregistre une hausse ou une baisse. C'est intéressant dans le sens où lorsque la capitalisation réalisée baisse, on a des sorties de capitaux du marché avec des réalisations de pertes et donc la destruction de richesse. A l'inverse, lorsque on a une variation haussière de la capitalisation réalisée, on a des entrées de capitaux sur le marché avec de la réalisation de profit de la part des vendeurs qui vendent à ces nouveaux acheteurs et on a une création de richesse sur les marchés. Donc c'est un très bon indicateur pour savoir si à un moment donné, on a des entrées de capitaux qui sont là pour stimuler le marché. Si vous observez, lors des marchés baissiers, on a... Plus largement, les cycles haussiers et baissiers se structurent comme suit. Entrée de capitaux majeurs pendant les cycles haussiers, ensuite stagnation voire sortie de capitaux durant les cycles baissiers, et après du coup on arrive à identifier la fin d'un cycle baissier à de nouvelles entrées structurelles de capitaux. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe ? Absolument zéro entrée structurelle de capitaux. Si je zoome un petit peu, on va se rendre compte que justement il y a eu un petit peu d'entrée de capital pile sur le sommet ici, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui se sont dit ouais, là c'est bon, pour moi je sens qu'il y a un break au niveau des 80 000, le prix il va repartir et le bear market est terminé. Et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé. Donc depuis on a eu une nouvelle capitulation et vous remarquerez qu'on n'a pas d'entrée de capitaux, c'est simple, on a juste une capitalisation réalisée, excusez-moi, qui a continué de baisser. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait cette nouvelle capitulation, ça a bien fait baisser la capitalisation réalisée d'à peu près 10... c'est des milliards ou c'est des millions ? C'est des milliards. Ouais. D'à peu près 10 milliards de BTC. On est passé de 11 trillions 85, 1 trillion 85 à 1 trillion 75. Donc on a 10 milliards de BTC en termes de capitalisation réalisée qui ont été éjectés du marché. Il y a 10 milliards de capitalisation de capitaux qui ont été éjectés et qui sont sortis du marché sur cette seule capitulation. Donc pour l'instant, moi j'ai absolument aucun marqueur qui m'indique qu'on ait des entrées de capitaux sérieuses. Et tant qu'on n'a pas d'entrée de capitaux sérieuses, le prix pourra pas être stimulé à la hausse. Moi je le vois aussi simplement que ça. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Maintenant, en termes de marché futurs, il faut savoir que cette fois-ci c'est Bybit qui mène la danse. Binance n'est pas particulièrement
expressif, voilà, ils sont un petit peu en achat de temps en temps, un petit peu en short de temps en temps, mais ça reste des positions, je pense, de delta neutre qui ne donnent pas particulièrement de pression d'achat ou de pression de vente significative sur le marché. Par contre, Bybit, cette fois-ci, c'est eux qui sont particulièrement agressifs. Ils ont été agressifs avec l'ouverture de positions short très très importantes à la baisse en début juin. Maintenant, ils ont été agressifs aussi avec l'ouverture de positions longues dès la mi-juin et ça continue actuellement. Bon, ça s'est un petit peu calmé, on a eu un pic aux alentours, curieusement, ou pas d'ailleurs, du 15 juin avec le sommet local. Depuis que ce sommet local a été formé ici aux alentours des 66 000, eh bien on a un petit peu moins de positions longues qui sont présentes actuellement. Donc bon, dans l'ensemble, les ETF sont pas présents, les marchés spot achètent pas de manière significative, on n'a pas de marqueur d'entrée de capitaux significatif dans tous les cas sur la capitalisation réalisée, et en fait la plus grosse partie de la demande, c'est-à-dire quasiment 2000 à 3000 BTC par jour pour les futures par rapport à 1000 BTC pour les exchanges centralisés, et en fait la majorité de la demande qu'il y a sur le marché actuellement, c'est de la demande des marchés futures. Regardez, là on va dire qu'on est à 2500 pour faire une moyenne, 2500 BTC par jour au cours des dernières semaines pour les marchés futures. C'est plus que les marchés spot et les marchés ETF combinés. Ah ouais. Ah, au bout d'un moment, moi je trouve ça gênant. Là je suis en données US on va le mettre en BTC histoire de mettre en perspective, mais il me semble que ça ne doit pas dépasser la centaine de BTC ou le millier de BTC. Voilà, les derniers achats c'est 1000 BTC. Allez, vas-y, sur une journée, peut-être qu'on a fait 1000 ici, le 12 juin, 1000 BTC sur les exchange spot. Est-ce que le 12 juin on avait quelque chose de similaire? Et en net ici on avait 2000. Ouais, voilà, sur cette journée là on a peut-être 2000 BTC qui ont été achetés et c'était le 12 juin et depuis il n'y a pas particulièrement eu de demande. Donc on n'a absolument pas la capacité actuellement sur le marché de contrecarrer la demande futures qui, je vous le rappelle, fragilise les hausses. Et donc pour l'instant on n'a pas de demande spot, on n'a pas d'entrée de capitaux, on a des comportements à court terme qui ne sont pas des comportements de tendance haussière mais qui sont des comportements de stress et de réalisation de pertes, et en plus la majeure partie de la demande vient des marchés futures, ce qui fragilise la hausse. Encore une fois, je suis désolé, mais on n'a pas du tout les ingrédients d'une hausse structurelle et viable pour le moment. Je ne vois pas comment le scénario le plus favorable, le scénario à favoriser plutôt, ne peut pas être celui d'une continuation baissière. Maintenant, bien sûr, ça c'est en prenant en compte les choses qui sont actuellement visibles sur le marché. On ne sait pas ce que nous réserve demain, mais bon. Je voulais quand même vous faire un topo là-dessus. On peut finir en rappelant un petit peu les seuils de liquidité qui sont les plus importants à la fois à la hausse et à la baisse pour le marché du BTC. Donc on a des liquidations longues à aller chercher un petit peu entre 62 et 60 000, mais le grosso modo, ce qui va nous intéresser ici, c'est la zone des 60 000 pour aller liquider des longues, et pour aller liquider des shorts, c'est la zone des 68 000. Donc on pourrait arguer que le prix du BTC se situe actuellement dans un range situé entre 60 000 et 68 000. Mais bon, je vous rappelle que même si on invalide les 68 000 et qu'on va chercher les 70 000, eh bien en réalité, même s'il y a de la demande, il y a de quoi liquider du short, hein, je suis 100% d'accord. Hein. Faut pas oublier que le prix réalisé des investisseurs à court terme, il est aux alentours des 72-73. Donc, même dans l'éventualité où on rebreak à la hausse et qu'on part chercher les 71 000, grosso modo, qu'on vient liquider tous ces shorts qui sont ici entre 67 et 71, eh bien on aura ici une résistance on-chain psychologique entre 72 et 73 qui sera très très importante, qui se sera située à peu près au niveau ici de l'invalidation qui a été faite aux alentours du mois de juin finalement. Et donc pour l'instant il n'y a absolument rien qui nous indique que le marché a de la force et qu'on a une structure haussière saine qui pourrait se marquer. Je veux bien que sur le plan technique, ok, on est un plus bas qui est plus haut que le précédent à chaque occasion, mais on n'a toujours pas reconquis le sommet local précédent. Donc de mon point de vue, on reste dans le framework analytique de base, on attend que le marché aille chercher ces zones de bottom cyclique situées entre le prix réalisé et le prix équilibré ou le CVDD, c'est-à-dire grosso modo entre les 50 et les 40 000 $. Et ça a fonctionné pour tous les cycles précédents. Et donc on reste dans le framework où ça pourrait fonctionner pour ce cycle-ci. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre que ça arrive, évidemment, comme je vous l'expliquais, on peut déjà lancer un DCA sur les zones actuelles parce qu'on est déjà à moins 50% de l'ATH, donc moi je considère que c'est déjà très bien. C'est-à-dire que si vous faites un DCA aveugle et que le prix remonte à l'ATH, vous avez fait x2. Honnêtement, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il y a encore des opportunités à aller chercher plus bas. Voilà le résumé de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus courte que d'habitude, mais pour être franc, il n'y a vraiment pas grand chose
chose à dire, donc je vous fais des topos quand c'est nécessaire et quand je sens qu'il y a des choses à dire, mais le marché est particulièrement ennuyeux. C'est typique d'une phase de capitulation temporelle. On fait en sorte que tout le monde se fasse chier et après on vient liquider une bonne dernière fois, prendre tout le monde de court, et avec l'émotion, il y en a qui arrivent à se positionner sur les meilleurs moments, il y en a qui n'y arrivent pas. Nous bien sûr on sera là pour vous dire lorsque le moment sera venu. Le moment n'est pas encore venu en termes de bottom cyclique pour l'instant, mais on commence à avoir des opportunités qui méritent de s'y exposer si jamais vous voulez lisser votre prix d'achat avec un DCA passif. C'est pas ce que je recommande, mais c'est ce que je fais personnellement. Donc voilà, je vais faire une preuve par l'exemple, on verra bien si j'ai eu raison de faire ça d'ici quelques mois. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un live on-chain jeudi à 7h du soir, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente fête des pères pour tous les papas qui nous écoutent. C'est vrai que c'est la fête des pères, donc il doit y avoir beaucoup de papas. Je vous souhaite d'être très très heureux en famille avec vos compagnes et vos enfants, tout le bonheur du monde, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao.